Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Merci d'être venus à cette conférence parmi toutes les autres conférences qu'il y avait de prévues. On va passer 45 minutes ensemble. L'objectif, c'est qu'à la fin, on débloque ensemble un nouveau succès, celui de rendre son jeu vidéo accessible. Mais cela ne marche pas, ça commence bien. Hop. Alors, moi, c'est Noélie. Je suis engineering manager chez Jagi. Je donne également des cours d'accessibilité numérique, enfin de développement front-end axé sur l'accessibilité numérique au sein de l'EMI. Et je suis également bénévole dans une asso qui s'appelle Gamer. Bonjour tout le monde, moi c'est Yasmine, Product Owner Manager chez Atypique, qui est un studio de développement web mobile basé à Genève, donc en Suisse, donc l'autre contrée du fromage après l'Auvergne, et passionne également de Baldur's Gate 3, sur lequel j'ai passé énormément d'heures. Quelques infos, donc le handicap touche vraiment une grande partie de la population. Il faut savoir qu'une personne sur 6 dans le monde est en situation de handicap, selon l'OMS. La majorité des handicaps sont invisibles. Donc, en 2021, c'est plus de 2,7 milliards de joueurs et de joueuses qui jouent aux jeux vidéo, selon une étude d'Accenture. Et selon des estimations de Microsoft, 15% de ces joueurs et joueuses sont en situation de handicap, soit environ 400 millions de personnes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de handicap. Souvent, on pense au handicap moteur parce que c'est ce qui est le plus visible. Donc, notamment les gens en fauteuil roulant. Et ce sont des personnes qui ont des difficultés avec la motricité, voilà, la gestion des mouvements, etc. On a les handicaps sensoriels. Donc, ça touche surtout auditif et visuel. Donc, acouphènes, surdité, strabisme, rétinite, daltonisme. Malheureusement pour les hommes, vous êtes beaucoup plus touchés pour le daltonisme que les femmes. Super. Pour les handicaps intellectuels, on a souvent la limitation de la compréhension, de la conceptualisation, de la communication. Pour les troubles psychiques, ça touche aussi l'anxiété, les TOC, les phobies, les addictions, la dépression. Donc tout ce qui est trauma sont concernés. Les troubles. Alors c'est vrai Oui. qu'on parle de phobie dans tout ce qu'on vous raconte là, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais quand on parle d'accessibilité numérique, les phobies, ça impacte pas plus que ça. Pareil pour tout ce qui est trauma, tout ce qui est TOC et autres, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense beaucoup. Par contre, dans le jeu vidéo, ça va avoir tout son intérêt, on verra ça un peu plus tard. On a les troubles cognitifs, donc les troubles de déficit de l'attention, souvent ce qu'on appelle le TDAH, les troubles donc dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, les troubles du spectre autistique également, et les maladies invalidantes, le cancer, le VIH, le Covid long, très récemment découvert, on va dire, la sclérose en plaques, l'hypertension, etc., etc. Il faut savoir également qu'il n'y a pas une personne n'a pas seulement un handicap, elle peut avoir plusieurs handicaps, donc avoir un plurihandicap. Il faut savoir que Microsoft a mis en place l'Inclusive Design Toolkit qui permet en fait d'étudier le spectre du handicap. Donc, on utilise des scénarios temporels, situationnels et permanents. Donc, par exemple, vous êtes dans une boîte de nuit. Vous y allez et vous essayez de discuter avec la personne. Vous êtes d'accord que la plupart du temps, on ne les entend pas forcément très bien la personne. Et dans ce cadre-là, on aura une sorte de handicap situationnel qui, en fait, on va plus parler en gestes pour pouvoir compenser le fait qu'on n'entend pas suffisamment bien. Donc, on a différents cas d'usage et qu'on va utiliser dans le cadre des jeux vidéo ou bien du développement web, mobile, etc., etc. Donc, il faut vraiment prendre en compte le spectre complet des typologies de handicap. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui impacte le jeu vidéo? Donc, les situations de handicap apparaissent dues à des décalages entre les capacités d'une personne et les barrières avec lesquelles elles sont en interaction. La plupart de ces barrières sont non intentionnelles et non nécessaires. Accessibilité veut dire éviter ces barrières non nécessaires. Donc c'est vraiment une citation qui provient de l'IGDA et du GAFIG. Et donc c'est l'International Game Developers Association et la Game Accessibility Special Interest Group. Mais cela va bien plus loin. On sait que le jeu vidéo peut être un moyen
d'extérioriser, de pouvoir communiquer avec d'autres communautés sur lesquelles on n'est pas forcément présent. Donc, on va rencontrer d'autres personnes, on va se divertir, on va pouvoir échanger, on va pouvoir se construire une autre persona que ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Et le fait de se sentir appartenir à une autre communauté, à pouvoir être intégré sur d'autres concepts de pensée, permettent d'avoir une politique de diversité et d'inclusion beaucoup plus forte. Et le fait de mettre sur le côté des gens qui sont en situation de handicap, c'est discriminer cette part de la société et de la communauté des gamers ou gameuses. Et du coup, là, vous avez en fait une citation qui provient d'un article qui a été posté sur le site de Safe Inner World. Safe Inner World, c'est une organisation qui promeut en fait qui sensibilise justement aux questions de... j'ai un trou de mémoire, c'est terrible. Santé mentale, tout simplement, pardon. Comment est-ce qu'on peut justement améliorer la santé mentale via le jeu vidéo. Et là, typiquement, c'est une citation d'une personne qui s'est retrouvée en situation de handicap suite à un accident, qui expliquait que quand le monde entier en fait est devenu inaccessible pour elle, les jeux vidéo lui ont donné des possibilités qu'elle n'avait plus, du coup. Alors tout à l'heure, Yasmine, vous parliez de barrières intentionnelles dans la définition de l'accessibilité des jeux vidéo. Et en fait, je vais vous montrer là plusieurs petits jeux. Et on va essayer oui, jeux tout simplement. Et on va essayer de voir ensemble quelles sont les barrières intentionnelles de ces jeux. Le premier, c'est Professeur Layton. Est-ce que ça parle à peu près pas mal de monde? Si vous pouvez lever la main, comme ça je peux voir à peu près. Parfait, nickel. Alors Professeur Layton, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est du coup un jeu basé sur des énigmes. Il faut résoudre des énigmes. Sans ces énigmes, le jeu perd un peu tout son sens, on est d'accord? Ouais, à peu près, ok. Ça en fait une barrière intentionnelle, parce qu'en fait les énigmes, comme on l'a vu tout au début avec les différents types de handicap, on a une catégorie qui est dans plutôt des limitations de la compréhension, de la contextualisation, et on a aussi parlé de la dyscalculie notamment. Donc en fait, toutes ces énigmes-là, ça va être un frein pour ces personnes. Alors effectivement, le professeur Layton met en place des choses dans ces différents jeux, comme notamment le fait d'avoir des petites aides pour résoudre les énigmes plus facilement. Donc c'est quelque part un moyen de pallier ces barrières qui sont intentionnelles. Elden Ring, est-ce que ça parle aussi à du monde? Pareil, levez la main que je vois. Ok. Elden Ring, le concept, du coup, c'est un die and retry. Vous battez des boss, vous mourrez, vous recommencez, etc. Le jeu, tout est basé un peu sur la difficulté du jeu. Alors, effectivement, la difficulté, ça peut être une barrière intentionnelle. Bon, après, il y a tout un débat dans la communauté accessibilité jeux vidéo, où est-ce que la difficulté, c'est vraiment une problématique à accessibilité. Enfin bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là avec ce jeu. Le concept, c'est juste que la barrière intentionnelle, en fait, elle est basée sur déjà la difficulté, mais aussi le fait de devoir mourir, recommencer. Ça peut être très frustrant pour des personnes, notamment des personnes qui peuvent être sur le trouble du spectre autistique. WarioWare, est-ce que ça parle aussi à du monde? Ou un peu moins? Un peu moins, c'est ce qui me semblait. Sur DS notamment. C'est ça. Alors WarioWare, le concept, c'est une série de plein de mini-jeux qui vont très vite et il n'y a pas forcément de tutoriel à chaque fois. Toute la difficulté en fait et la barrière intentionnelle, c'est dans la rapidité. On ne peut pas ajouter de temps supplémentaire. On ne peut pas forcément comprendre très facilement ce qu'il faut faire, même si à force d'y jouer, on peut y arriver. Mais du coup, la barrière intentionnelle réside là-dedans. Et je garde le dernier pour la fin. Starfield, ça parle à du monde ou... Ouais, ok. Est-ce que comme ça, il y en a dans la salle qui peuvent me dire pourquoi je l'ai mis là et quelles sont les barrières intentionnelles? Ok. Alors Starfield, j'ai mis là volontairement parce qu'en fait, le jeu en lui-même est une barrière. Rien n'a été fait pour avoir un minimum d'options d'accessibilité ou même de paramètres pour permettre à des personnes de jouer au jeu. Et ça n'a jamais été caché, c'est une volonté de leur part. Vous pourrez lire des articles sur le sujet, notamment des articles de Graham Stoner, qui est journaliste spécialisé dans l'accessibilité des jeux vidéo. Bon, maintenant que vous avez compris le principe, je vais vous montrer une petite image. Là, vous avez du coup une capture d'écran du jeu Pokémon Go. Ça parle à tout le monde, Pokémon Go? Parfait. Selon vous, est-ce que ce jeu contient plutôt des barrières intentionnelles, des barrières involontaires? Les deux, aucune. Okay. Alors, barrière intentionnelle, je vais vous laisser lever la main. Ok. Barrière involontaire? Ok. Les deux?
Ok. Aucune? Ok. Alors, c'est là où c'est un peu tricky, parce qu'en fait, Pokémon Go, c'est les deux. Parce qu'en fait, alors, à l'origine, Pokémon Go, faut sortir de chez soi pour aller capturer des Pokémon dans sa ville, ou n'importe où dans le monde. Le souci, c'est qu'en fait, il y a eu ce qui s'est appelé le Covid, hein, on l'a bien connu, confinement, tout le monde chez soi, Pokémon Go, on peut plus sortir pour capturer des Pokémon. Et bien, ils ont trouvé des solutions quand même, pour qu'on puisse continuer à jouer à leur jeu. C'est pour ça que je dis que c'est les deux, c'est parce qu'à l'origine, il y avait quand même cette barrière de devoir sortir de chez soi. Donc pour des personnes qui sont à mobilité réduite, qui sont agoraphobes ou d'autres, sortir de chez soi, ça peut être très compliqué pour aller chercher des Pokémon surtout. Et du coup, avec le Covid, en fait, ça a ramené tout le monde sur un pied d'égalité. Tout le monde pouvait jouer au jeu de la même manière. Voilà. Alors, il y a aussi une grosse différence à faire quand on dit qu'un jeu est accessible, parce que vous allez entendre beaucoup de personnes dire ah bah ce jeu il est accessible parce que il est pas cher, parce qu'il est simple, parce que n'importe qui peut y jouer. Et c'est là où je veux vraiment que vous reteniez ça, c'est qu'il y a une grosse différence à faire entre accessible et abordable. Un jeu accessible, ça signifie vraiment qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que le jeu puisse être joué par des personnes en situation de handicap. Tandis qu'abordable, ça va signifier que des mesures ont été prises pour que des personnes novices puissent y jouer, ou parce que le prix du jeu a été un peu réduit pour que ce soit un peu un produit d'appel un peu aussi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la différence? Parfait. Donc la prochaine fois que vous voyez un jeu pas cher ou un jeu simple, vous dites qu'il est parfait. Merci, nickel. Merci beaucoup. Vous avez une capture d'écran du jeu League of Legends. Selon vous, il est accessible ou abordable? Je vais vous laisser lever la main pour accessible. Et pour abordable? Parfait, vous avez compris la différence. Alors, abordable, effectivement, parce qu'il est free-to-play, donc il est gratuit. Tout le monde peut l'installer et commencer à jouer dessus sans payer. Après, bien sûr, il y a des choses à ajouter au fur et à mesure, si vous voulez des cosmétiques en jeu ou autre. Et aussi parce qu'en fait, il y a des tutoriels qui sont mis à disposition des joueurs et joueuses novices qui souhaitent s'initier au jeu. Mais du coup, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, comment est-ce qu'on rend un jeu accessible dans les faits? Merci Noli. Donc on va passer sur chacun des types de handicap pour pouvoir voir qu'est-ce qui est mis en place par les sociétés de jeux vidéo, donc les studios de développement de jeux vidéo, afin de rendre ça beaucoup plus accessible pour le plus grand nombre. Donc côté moteur, comme on a dit, c'est troubles de motricité, il faudrait utiliser donc toutes les grandes compagnies de jeux vidéo, de consoles, mettent en avant certaines manettes qui sont différentes. Et donc, dans ce cadre-là, on a par exemple Xbox Accessibility Controller, qui est un hub que vous voyez sur la gauche. Ici. Sur lequel vous pouvez venir brancher plein d'autres éléments en plus. Sur le deuxième, vous avez le modèle de PlayStation, qui est le PlayStation Access Controller, qui permet pour chacun d'avoir des gros boutons et de paramétrer selon nos propres besoins les différentes actions à faire sur la console. Donc, par exemple, paramétrer des touches, paramétrer des éléments d'action, aller sur la home, sur l'accueil. Ça fait partie des options qui permettent la console. On a également l'intégration d'un joystick. Donc, comme pour les premières consoles, on avait juste un joystick pour pouvoir se déplacer. On reprend la même logique. Vous avez également ça pour les souris ergonomiques, pour certains. Lorsque vous développez beaucoup ou lorsque vous faites l'UI UX, vous avez une souris ergonomique qui est en forme de joystick pour faciliter la motricité et le déplacement des différents éléments de la souris. Le troisième, c'est le nouveau joystick Xbox, sur le même concept. Donc ça ressemble un peu, je ne vais pas vous mentir, à la Wii, dans une des premières versions avec les petites manettes pour pouvoir se déplacer et puis interagir avec la console. Ici, on a un exemple, et je pense que beaucoup de gens l'utilisent, c'est paramétrer vos touches, tout simplement. On a un clavier AZERTY, on a un clavier américain, on a un clavier suisse. Bien, dans beaucoup de jeux, ça a été paramétré avec certaines touches, et au final, on se dit, bon, moi je préfère faire du clavier souris ou de la manette. Donc dans ce cadre-là, on va utiliser, en fait, inconsciemment, on va dire, les options d'accessibilité afin de paramétrer les touches qui vous conviennent, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le premier exemple d'accessibilité que vous utilisez et qui permettent à la plupart des personnes de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Si vous avez joué peut-être à Palworld, ça parle à du monde aussi? Parfait. Palworld, c'est un jeu un peu Pokémon où vous exploitez du coup les créatures au lieu de les dresser, de les faire se combattre. Maintenant vous les exploitez, vous les faites travailler.
Et en fait, Palworld, le gros défaut de ce jeu, c'est qu'il faut marteler en permanence les touches pour pouvoir faire des choses dans ce jeu, tout le temps. C'est très pénible et c'est aussi très frustrant pour des personnes qui ont des douleurs dans les doigts. Du coup, la possibilité de remapper ces touches, ça peut aller au-delà de juste changer une touche pour faire une action. Ça peut aussi être, au lieu de marteler, j'appuie juste sur une touche, une seule fois, et c'est tout. Voilà. Et également, je ne sais pas si vous connaissez, je pense, Just Dance. C'était un phénomène de jeu avec des éditions absolument chaque année avec des nouveaux titres. Eh bien, Just Dance a essayé d'intégrer le Accessible by Design dans leur jeu. Donc, sur certaines musiques, il y a eu l'intégration de chorégraphes, enfin, en situation de handicap sur un fauteuil roulant, où les chorégraphies sont faites sur un fauteuil roulant. Et donc, vous dites, ça touche peut-être que les personnes en fauteuil roulant. Non, vous pouvez avoir vos grands-parents, ou vous êtes juste fatigué de votre journée, vous restez debout. En fait, vous voulez juste vous poser sur le canapé et faire les mouvements avec vos bras. C'est tout à fait possible avec ce mode-là. Donc voilà, on est vraiment sur de la conception Accessible by Design qui profite absolument à tout le monde. Alors c'est vrai que c'est pas un mode à part entière, c'est vraiment des danses qu'on peut sélectionner, qui sont faites pour justement être faites en étant assis. Alors bien sûr, il y a toujours d'autres personnages qui, eux, sont debout, mais en fait, ça permet un peu tout le monde de se sentir déjà représenté, mais aussi inclus dans ces jeux. Alors, pour la partie vision, donc, messieurs, vous êtes un peu plus touchés dans ce cadre-là. On va faire un petit test. Donc, peut-être que vous le connaissez, ce test de daltonisme. Donc ici, c'est sur Fortnite, excusez-moi. Pour pouvoir identifier les couleurs, en fait, il y a dans la paramètre du jeu la possibilité de tester du coup votre daltonisme, on va dire. C'est pas très beau. Et donc, vous devez différencier le lama du background. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont savoir qu'ils sont daltoniens, peut-être. Mais si vous ne voyez pas de différence, c'est que vous devez regarder un petit peu. Pour la petite anecdote, quand j'ai fait cette conférence à Gaming Campus, j'ai un étudiant qui est venu me voir à la fin de la présentation pour me dire moi, sur cette image-là, j'ai vu les mêmes couleurs. Et donc souvent, le daltonisme, le problème, enfin, c'est pas forcément un problème, mais c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Donc pour certaines personnes, on se dit, bon, je prends par exemple un gilet de sécurité jaune qu'on prend pour les vélos, et puis quelqu'un va dire, ah mais pourquoi tu as pris un gilet rose ? En fait, la personne a su à ce moment-là qu'elle était daltonien. Donc voilà, ça arrive souvent parce que l'environnement considère qu'en fait vous avez pris quelque chose de différent. Dans l'autre exemple, vous avez dans The Last of Us, Part 2, vous avez les différentes options d'accessibilité pour les personnes qui sont malvoyants ou avec une cécité complète et avec toutes les options d'accessibilité. Donc une personne qui est aveugle peut jouer aux jeux vidéo et être vraiment intégrée dans tout le gameplay qu'offre le jeu. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à s'imaginer un peu qu'une personne aveugle puisse jouer à The Last of Us Part 2, mais je vais peut-être aller un peu plus loin. Une personne complètement aveugle peut jouer à Forza Horizon 5. Voilà, le jeu de course automobile, parce qu'en fait, ces jeux sont conçus du coup avec des personnes handicapées justement pour s'assurer qu'on englobe le plus de monde, mais c'est aussi parce qu'en fait, il va y avoir un travail sonore qui va être très poussé sur ces jeux-là, pour justement permettre à des personnes de savoir, là actuellement tu es dans l'herbe, il faut que tu tournes pour te remettre sur la route, là tu n'es pas dans le bon sens, donc il faut que tu te remettes dans le bon sens uniquement grâce au son. The Last of Us Part 2, c'est un peu pareil. Pour les personnes aveugles, ça va vraiment être très axé sur le son. Pour des personnes malvoyantes, ça va être plutôt des éléments qui vont être grossis. Va plutôt y avoir des éléments qui vont être mis en couleur ou ce genre de choses. Et du coup, on a un exemple de Diablo 4 qui permet en fait d'utiliser un screen reader. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un screen reader, un lecteur d'écran ? Donc, comme son nom l'indique, c'est un logiciel qui permet de vocaliser tout ce qui est écrit pour pouvoir le vocaliser et donc compenser le sens qui peut être
plus compliqué à prendre en compte dans un jeu vidéo. Et dans ce cadre-là, on voit qu'on peut utiliser, par exemple sur Diablo 4, le lecteur d'écran qu'on a déjà paramétré de façon personnelle. Par exemple, NVDA, JAWS, VoiceOver, ce genre d'éléments. Et donc, on n'a pas à reparamétrer au niveau du jeu pour pouvoir avoir les touches ou bien la vocalisation, la vitesse de lecture qui est définie sur le lecteur d'écran. Donc, c'est déjà un pas énorme pour pouvoir intégrer et donc créer vraiment un écosystème qui soit cohérent et pertinent pour chacun des utilisateurs ou utilisatrices. Et ça, on le salue beaucoup. On va passer maintenant rapidement à la partie audition. Alors pour la partie audition, on voit pas très bien, je suis désolée d'avance, mais là vous avez une capture d'écran en fait des paramètres de League of Legends, où en fait dans les options d'interface, vous avez un petit menu accessibilité en bas qui permet d'avoir des notifications visuelles pour des attaques de champions qui sont purement sonores. Alors je sais qu'il y en a qui comprendront peut-être pas, d'autres peut-être un peu plus. Vous avez un champion qui va à une attaque qui lui fait traverser un peu une grosse partie de la map, c'est Sion. Et en fait, ça va être vraiment du sonore. Et vous allez, du coup, si vous activez cette petite option, vous avez un encart qui va apparaître sur votre écran qui va vous dire, vous allez avoir la tête du personnage et son attaque. Comme ça, vous savez à peu près ce qui se passe, même si vous ne savez pas où il est sur la carte. Et on a un autre exemple, et ça, je pense que tout le monde l'utilise, c'est les sous-titres. On oublie, on télécharge un jeu, et puis par défaut, on voit les sous-titres, on les suit, et puis tout se passe bien. Mais en fait, de base, c'est une option d'accessibilité, parce qu'on a le contenu textuel de ce qui est dit, au final. Mais pour des jeux qui sont doublés seulement en anglais, pour les non-anglophones, ça peut être compliqué de comprendre le contexte, et puis suivre le jeu, au final. Donc, de base, c'est de l'accessibilité, mais qui est utilisé par tous. Pour vous donner un peu des exemples, Far Cry, New Dawn, si vous connaissez, mettent les sous-titres par défaut. Et il y a environ 97% des joueurs qui ne les ont pas retirés. Ça veut quand même dire que c'est utile, on va dire. Pour Assassin's Creed Odyssey, c'est 95% des joueurs qui ne les ont pas retirés. Et pour The Division Game 2, pas de sous-titres par défaut. Et 75% des joueurs sont partis les réactiver. Donc ça veut bien dire qu'il y a vraiment une attente sur l'intégration de ces sous-titres au niveau du jeu vidéo. Et donc ce qu'on doit vraiment retenir, c'est que les sous-titres sont par défaut, et par défaut, il y a vraiment 90% des joueurs et des joueuses qui les utilisent de façon active dans leur jeu. C'est ça, c'est généralement quand on... En fait, ça, c'est des chiffres qui ont été mis sur Twitter par David Tisserand, qui est le directeur d'accessibilité chez Ubisoft. Et en fait, l'idée, c'était de montrer que quand on, pas forcément impose, mais quand on met en avant certaines options d'accessibilité, ben, on a des joueurs qui vont les laisser par défaut, en fait, tout simplement. On a d'autres concepts également. Donc, ce qu'il y a comme exemple, c'est Spider-Man Miles Morales. Donc il existe une mission, enfin il y a un personnage qui utilise seulement la langue des signes, et pour communiquer avec Spider-Man, elle va utiliser la langue des signes et il va répondre en langue des signes. Et il y a une mission notamment qui est assez dure, où en fait on va être le personnage féminin et on va faire toute une mission de graphe sur les immeubles de la ville, et tout sera fait avec des émoticônes. On va vraiment créer le mouvement, on va voir la langue des signes, on va pouvoir échanger, et donc sans forcément musique, sans son, et juste avec les textes et la communication avec des éléments d'interface et de design. Donc là, on va vraiment penser à l'inclusion, donc ce qu'on appelle inclusivity, de ce type de jeu. Également, sur certains autres jeux, on a aussi des langues des signes. On met des mots de passe pour pouvoir entrer dans des portes. Donc on va utiliser la langue des signes afin de pouvoir communiquer, échanger, ouvrir des portes, des mots de passe, ce genre d'éléments. Et également, on a des interprètes langue des signes pour certains jeux où en fait, tous les textes, enfin, tous les dialogues seront mis en langue des signes sur l'interface du jeu. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience si on ne l'utilise pas, mais qui sont incluses dans certains jeux. Et aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé en détail dans l'introduction, mais il y a effectivement des personnes qui sont muettes, qui ne peuvent pas parler.
Il y a certains jeux qui vont nécessiter l'utilisation de chats vocaux. Là en tête tout de suite j'ai Overwatch par exemple, il y en a plein d'autres, hein. Vous avez Valorant, bref il y en a une quantité astronomique. Sauf qu'on a plein de personnes qui ne sont pas en mesure de parler, il y a aussi des personnes où on va avoir la barrière de la langue, parce que généralement sur ces jeux on communique très souvent en anglais. L'anglais n'est pas la langue maternelle de tout le monde, c'est important de le rappeler. Et du coup, on a des jeux comme là, c'est Rocket League et à côté, c'est Pokémon Unite qui proposent ce qu'on appelle des chats rapides. C'est en fait, ça permet de sélectionner des choses, soit pour amener des informations, par exemple, tu peux y aller, non, il faut qu'on reste défendre, bah, bravo, t'as bien joué, ce genre de choses-là, qui sont déjà préprogrammées. Après, c'est des choses, enfin des textes qu'on peut activer via des touches et autres pour que ça aille plus vite en plus. Mais ça permet justement de pallier à cette barrière de la langue, mais aussi ça permet à des personnes muettes de pouvoir communiquer, ou même à des personnes qui n'ont simplement pas envie de parler, parce qu'il y a plein de raisons de ne pas vouloir parler sur des jeux comme ça, qui font que du coup ces options-là sont très intéressantes aussi. On va partir sur la partie cognition qui va être vraiment la plus longue. Désolée d'avance. On va commencer du coup par les phobies. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souffrent d'arachnophobie? La peur des araignées. Parfait, j'ai bien fait de pas en mettre du coup. Nickel. Alors là, vous avez du coup un exemple d'un petit chamallow avec des yeux rouges. C'est en fait une araignée dans Grounded, si vous activez l'option arachnophobie. Grounded vous permet de sélectionner en fait si vous voulez voir une araignée ou si vous voulez justement voir un chamallow qui flotte avec des yeux. Moi j'aime bien le chamallow, il est sympa. Jedi Survivor à côté, alors c'est pas un problème de texture. La queue du scorpion n'est pas pointue, c'est normal, c'est parce que le mode arachnophobie est activé. On a retiré les attraits arachnéides du scorpion justement pour permettre à des personnes qui souffrent d'arachnophobie de pouvoir jouer au jeu. Ça va plus loin, ça peut aller aussi comme dans, j'ai peur de dire des bêtises, Horizon Forbidden West, où il y a un mode thalassophobie pour des personnes qui ont justement peur des eaux profondes. Où en fait ce mode va permettre justement de ne pas avoir besoin de remonter à la surface pour récupérer de l'oxygène. On va pouvoir continuer à faire sa vie tranquillement dans l'eau pour justement ne pas avoir cette pression liée justement aux eaux profondes. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui justement implémentent ce genre de choses pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y jouer. Ça peut aller aussi un peu plus loin, comme dans Dead Space, qui est la capture d'écran tout à gauche, si je ne me trompe pas, où vous avez ce qu'on appelle des content warnings. Ça va être des avertissements de contenu qui vont vous prévenir que, par exemple, derrière la porte, vous allez pouvoir assister à des scénographies sanglantes avec des représentations de, là, dans ce cas-là, d'une mort graphique par balle. Parce qu'effectivement, ça peut être des triggers pour certaines personnes, dans le sens où elles ont déjà pu être confrontées à des situations similaires par le passé, elles ne souhaitent pas revivre ces choses-là dans des jeux vidéo. Donc ce sont des informations très importantes pour ces personnes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'effectivement, on n'y pense pas du tout dans l'accessibilité numérique, parce que c'est pas quelque chose qui est très... Enfin, ce genre de choses, on n'a pas forcément besoin, quoique peut-être un peu plus. Avec tous les sites qui se mettent un peu en mode Halloween avec des araignées partout, ce serait sympa. Mais du coup, ouais, ça permet à des personnes qui ne souhaitent pas être confrontées de nouveau à certaines situations de pouvoir être prévenues, de savoir que soit elles ne le font pas, soit elles reviendront plus tard quand elles seront dans un meilleur état d'esprit. Enfin, ça permet à ces personnes de faire des choix éclairés en pleine conscience sur justement ce à quoi elles souhaitent être confrontées. Alors à côté, je suis désolée, on ne voit absolument pas, mais en fait c'est un avertissement pour l'épilepsie sur Lost Ark, qui est un jeu, un MMORPG d'Amazon. Cet écran arrive au tout début pour vous prévenir que dans ce jeu, on va avoir plusieurs scènes qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Ce qui est très important, parce que si on parle de la sortie du premier épisode où Pikachu a lancé son attaque éclair, il y a des centaines d'enfants au Japon qui sont retrouvés à l'hôpital suite à des crises d'épilepsie parce qu'ils n'avaient pas été diagnostiqués comme étant épileptiques, ou parce que justement il n'y a pas eu ce genre d'avertissement avant l'épisode. Ce qui fait que l'épisode a été retiré pendant 3 mois, je crois, avant qu'ils le rediffusent en ayant fait les correctifs nécessaires et surtout des avertissements avant l'épisode. Et notamment, même pour parler un peu sport, au niveau des JO de Londres 2012, il y avait également des problèmes d'épilepsie parce qu'ils n'ont pas averti les personnes qui auraient des flashs beaucoup trop forts pour ces personnes-là. Et donc il y a eu aussi une tonne de crises d'épilepsie autour du monde.
C'est ça. Et vous avez du coup certains jeux qui vont les proposer plutôt au tout début du jeu, et puis il y en a d'autres qui vont le proposer juste avant certaines cinématiques. Comme ça, vous avez possibilité de justement skipper certaines, enfin de sauter certaines cinématiques pour vous concentrer sur le reste du jeu. Ça passe aussi par... alors c'est vrai que ça va être assez intéressant pour des personnes qui peuvent avoir des troubles de l'attention. Là, vous avez du coup une capture d'écran du jeu Dragon Quest 11. Qui en fait, quand vous vous reconnectez au jeu, vous avez un petit reminder, un petit résumé de tout ce que vous avez fait avant et de ce vers quoi vous devez aller, normalement. Ce qui est très pratique parce que personnellement, moi, des fois, ça m'arrive de commencer un jeu, de le mettre de côté, de revenir 6 mois après dessus et de plus savoir ce que je faisais. Ça me saoule, je ferme le jeu et puis je vais faire autre chose. Et à côté, je vous ai mis un journal de quête. Alors à l'origine, je voulais mettre le journal de quête de Baldur's Gate 3 que je trouve relativement bien, mais j'avais peur de spoiler des gens dans la salle, du coup je ne l'ai pas fait. Mais du coup, en fait, ce genre de journal de quête, ça va permettre de savoir exactement où vous en êtes, ce qu'il vous reste à faire. Alors quand ils sont bien faits, ça dépend toujours des jeux, bien entendu. Mais ça vous permet justement de savoir où vous en êtes, de pouvoir comprendre ce que vous devez faire, et surtout de tout simplement faire votre aventure. Vous avez une map d'un jeu Zelda sorti sur Nintendo DS. Ce que j'adorais avec la Nintendo DS et surtout les jeux Zelda, c'est que je pouvais annoter les maps comme je voulais. Ce que je ne peux plus faire maintenant. Maintenant, je suis obligée... je prends l'exemple des derniers jeux Pokémon qui sont sortis sur Nintendo Switch. J'ai dû imprimer les cartes pour pouvoir dessiner dessus. Sinon, je ne savais pas quoi faire. C'est super. J'aurais bien voulu les annoter dans le jeu pour m'éviter d'imprimer une feuille. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est très pratique du coup de pouvoir annoter les maps parce que ça permet justement à des personnes de pouvoir noter des endroits et de se dire ça, je pourrais y revenir plus tard. Parce que personnellement, moi, sinon, ça fait comme les jeux quand j'y rejoue pas 6 mois après, c'est que j'ai plus envie d'y aller, je sais même plus ce que je devais faire et puis du coup je vais abandonner le jeu. Ce qui est bête parce que les jeux ça coûte cher maintenant. Et à côté vous avez un mode d'assistance, alors je sais plus exactement quel jeu c'est, je crois que c'est, j'ai plus le nom, mais c'est un jeu de déménagement où en fait on doit récupérer des items dans des temps impartis. Je suis désolée, j'ai oublié le nom. Mais du coup, ce mode va permettre d'ajouter des limites, va permettre de rallonger la limite de temps, ça va permettre de... Et il y a plein de jeux qui proposent justement ces modes. Alors, c'est pas que du cognitif pour celui-là. C'est vrai que je l'ai mis dedans parce que ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui est bien avec l'accessibilité, et surtout quand on veut rendre un jeu accessible, c'est que généralement, quand on fait un truc, on en fait vraiment pour beaucoup de choses. Rajouter des limites allonger les limites de temps, ça peut être très utile pour des personnes qui ont des difficultés motrices, ou juste des difficultés de concentration ou de conceptualisation, qui ont du mal à se resituer dans l'espace notamment. Donc c'est pour ça que ça aide tout le monde. Alors c'est vrai qu'il existe d'autres options qu'on n'a pas forcément mentionnées parce que la liste est très longue, mais il y a un cas que je voulais parler, c'est est-ce que ça parle à tout le monde de la cinétose, aussi connue mal des transports. Ça va? Mal des transports, ça parle à plus de monde? Ok. Sur des jeux vidéo, on peut souffrir de ce qu'on appelle la cybercinétose. C'est les mêmes symptômes que le mal des transports, mais dans les jeux vidéo. Et certains jeux, notamment en réalité virtuelle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des jeux qui proposent justement des options pour notamment réduire tout ce qui est mouvement de caméra, pour vous éviter d'avoir la nausée quand vous jouez. Et surtout, les jeux aussi à la première personne, quand on bouge la souris, ça bouge beaucoup trop vite, et donc en fait on a l'impression de plus savoir où on est, et c'est assez désagréable pour beaucoup de gens. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de l'écosystème, mais en fait on pense souvent au jeu, au gameplay, mais pas à tout ce qu'il y a à côté. La console, le jeu physique, parce que bon, maintenant on télécharge tout sur Steam, on est d'accord, mais on aime bien le package. Et combien de personnes d'entre vous ont vraiment galéré sur l'ouverture dans leur blister de jeux vidéo? Levez la main comme ça, juste pour une idée. C'est ça. Parfait. Vous n'aviez pas donc. mais oui, donc en fait, l'objectif c'est aussi de pouvoir se concentrer sur l'écosystème, donc le packaging de la console, le packaging du jeu, afin que des personnes qui sont en situation, qui ont un handicap puissent ouvrir le jeu, avoir vraiment l'expérience de la réception du jeu, l'installation du jeu, et puis la fin du jeu, et que toute cette expérience soit vraiment positive pour le joueur ou la joueuse. Donc on va réfléchir à de l'unboxing, qui sont des vidéos déjà bien populaires sur YouTube, TikTok et Insta. Donc si jamais vous voulez faire des vidéos de ce contenu-là, pas de souci. Donc ils vont faire un unboxing et ils vont
ouvrir le jeu, ils vont faire attention. Donc il y a vraiment cet aspect esthétique et d'expérience qui est bien du coup pour les personnes handicapées, mais également pour les joueurs de tout type, on va dire. C'est ça. Et du coup, là, vous avez du coup une image de la boîte du PlayStation Access Controller, où en fait, vous avez des encoches partout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément de force dans les membres supérieurs, vous pouvez juste utiliser un doigt, vous tirez, vous avez les éléments qui viennent d'un coup. Ce qui évite justement de devoir dépendre d'une autre personne pour ouvrir le contenu, mais ça permet aussi de justement pouvoir utiliser ça simplement, et c'est pensé accessible du début à la fin. Mais du coup, ouais, pourquoi rendre un jeu accessible au final? Alors pourquoi rendre un jeu accessible? Comme on l'a dit, il y a énormément de joueurs et de joueuses qui sont en situation de handicap. Donc dans ce cadre-là, si on multiplie, on augmente ce nombre de personnes qui peuvent jouer au jeu et qu'on multiplie ça par le fait que le jeu soit incroyable, bien évidemment qu'il n'y ait pas de bug à la sortie du jeu, comme on le sait tous avec les jeux actuels, ça multiplie et augmente la vente des jeux de façon globale. Et donc la communauté se retrouve beaucoup plus grande sur ce jeu vidéo, sur la communauté et du coup le studio également. Donc s'il est accessible, il prend en compte les différents handicaps et donc il sera beaucoup plus vendu. Il y a la notion qui est assez intéressante et qui est utilisée notamment en UX, mais aussi en design, en développement et autres domaines, c'est le curb cut effect. Donc on va prendre l'exemple d'un bateau / trottoir abaissé / je ne sais pas comment les gens le disent dans d'autres régions, où de base c'était utilisé pour les personnes en fauteuil roulant. Donc elles peuvent traverser plus facilement la route. Et dans ce cadre-là, ça a aidé qui? Ça a aidé les poussettes, les gens avec des chariots, les personnes âgées, notamment avec des problèmes de mobilité. Et donc c'est ce qu'on appelle vraiment when we design for disabilities, we make things better for everyone. Donc c'est essentiel pour certains et utile pour tous. Il faut vraiment retenir cette notion-là, et même en développement, c'est qu'on le fait pour une frange de la population, mais ce sera utile à absolument tout le monde. Donc il ne faut pas se dire c'est un effort supplémentaire, ça doit faire partie vraiment de l'ADN, de comment on conçoit et on design les jeux, les interactions, les environnements, absolument tout ce qui est en fait autour de nous. Parce qu'on ne sait pas, on ne va pas dire à une personne « est-ce que tu as un handicap ?» Bon, vous pouvez le dire, mais c'est pas très politiquement correct, on va le dire. Mais c'est bien tout ça, mais comment on fait du coup concrètement? Et comme pour accessibilité numérique, bon, la différence c'est qu'il n'y a pas forcément de référentiel, par contre vous avez plutôt des guidelines. Alors chaque acteur a un peu ses guidelines. Vous avez notamment les Xbox Accessibility Guidelines, vous avez les Game Accessibility Guidelines qui sont découpés en 3 catégories. Que vous voyez là, vous avez du coup les éléments basiques, ceux qui sont considérés comme simples à implémenter et qui sont nécessaires quasiment pour tout. Vous allez avoir les intermédiaires qui vont demander un peu plus peut-être de planning en amont, mais aussi d'efforts pour les intégrer. Les advanced qui vont être du coup plutôt des choses complexes à ajouter, justement pour plutôt aller aider des personnes qui sont par exemple complètement aveugles, comme c'est le cas dans Forza Horizon 5. Et enfin, la full list, c'est l'ensemble des 3 éléments regroupés dans une seule liste. Vous avez aussi les Accessible Player Experience APX, qui sont aussi de très bonnes guidelines. Et si ça vous intéresse, Microsoft propose un cours gratuit sur sa plateforme pour comprendre en fait les concepts de base de la conception d'un jeu accessible. Je vous encourage à aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais c'est très intéressant à savoir. Alors, comment faire? C'est vrai que je parle de référentiels et de guidelines, mais si jamais peut-être que vous le faites, peut-être que vous ne le faites pas, si vous concevez un jeu vidéo et que vous souhaitez le rendre accessible, rapprochez-vous des personnes concernées. Si vous voulez que votre jeu soit accessible par des personnes justement qui sont aveugles, qui sont sourdes, qui ne peuvent se servir que d'un bras, qui ne peuvent pas se servir de bras et qui doivent du coup utiliser d'autres outils, comme par exemple contrôler son personnage avec le mouvement des yeux ou avec le souffle, c'est tout à fait des choses qui sont déjà faites même. Rapprochez-vous des personnes concernées, intégrez-les dans vos conceptions, ça vous donnera toujours beaucoup d'éléments. Mais à quel moment on le fait? Dès le début en fait.
Le faire plus tard, ça va être plus coûteux, que ce soit en temps ou en argent, et c'est comme pour tout. Je vous ai mis des petits muffins. C'est un peu l'analogie que fait Lenny Feingold, qui est avocate et militante en accessibilité numérique, qui a un article qui s'appelle Accessibility is Delicious, dans lequel elle fait intervenir plein d'acteurs justement et d'actrices qui travaillent dans l'accessibilité numérique, qui expliquent que quand on fait un muffin aux myrtilles, et ben, si on oublie les myrtilles, soit faut qu'on recommence tout, soit faut qu'on les ajoute après, mais c'est moins bon. Et pour finir, c'est du coup Grant Stoner, dont je vous ai parlé au début, qui avait tweeté que l'accessibilité, c'est une question de conception, de communauté, de rupture des normes culturelles. L'accessibilité est et sera toujours plus que des paramètres. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Aucune question. Incroyable. C'est que ça a dû être très clair. Non, vraiment pas ? Ok. Bon, en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler. Nous, on sera ravis de vous répondre. Voilà. Merci à vous.